Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'Homme qui rit de Victor Hugo, deuxième partie, livre 7e. C'est notre 14e live sur cette œuvre, si je ne m'abuse. Ce soir donc le livre 7e qui se titre La Titane. Si vous voulez avoir le chapitrage exact et que vous êtes en train de me regarder en rediffusion sur YouTube, je vous invite à vous référer à la barre de lecture de la vidéo ou à la description de la vidéo. Vous avez toutes les informations concernant la lecture pour pouvoir vous y retrouver facilement, tous les timecodes pour pouvoir passer l'introduction, les pauses que j'effectuerai dans la lecture et aller directement au chapitre qui vous intéresse. Voili voilou, après ce petit disclaimer, on va pouvoir commencer par bavarder un petit peu entre nous sur le live Twitch, puisque voilà, je vais laisser 10-15 minutes afin que les gens qui voudraient suivre la lecture en live puissent arriver, et pour qu'on puisse discuter un petit peu, puisque quand même, l'air de rien, c'est le premier live de cette semaine, donc on a des petites choses à parler quand même, des petites choses à parler, ça se dit pas, on a des petites choses à discuter tout simplement, donc voilà, je vous arrive tout de suite dans le chat. Bonsoir et merci d'être là, bonsoir Loon, bonsoir Petit Poulpe Dissident, bonsoir Zictael, so famous, Zictael, ça y est, je mélange Zikael et Zactael, c'est terrible. Zikael, so famous. Bonsoir les couteaux portes. Bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Que vous me regardiez sur Twitch ou YouTube, je vous invite à passer un agréable moment en ma compagnie, à bien vous installer, à prendre à manger, à boire et à vous détendre. Santé à tous. Oh là 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 là, les compliments qui pleuvent dans le chat, merci, vous êtes trop gentils. Je vais plutôt bien, merci de demander Zikael. Comment allez-vous tous? Comment allez-vous tous? N'hésitez pas à me parler, à vous confesser à moi. Non mais en vrai, ça me fait plaisir de savoir comment vous allez. Ça me fait plaisir aussi, bah voilà, je sais par exemple Petit Poulpe Dissident, qui n'est pas forcément fan de Victor Hugo, mais qui passe faire coucou malgré tout, ça fait super plaisir. On n'est pas mercredi. Oui, je sais, Petit Poulpe Dissident qu'on pensait qui pensait qu'on était mercredi, donc qui pensait que ça serait Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Mais non, ça c'est le programme de demain. Ça c'est le programme de demain. Ah bah tiens, quand on parle du loup, on en voit la queue. Bonsoir Zactael également, ça fait plaisir. Franchement, vous êtes trop nombreux dès le début, ces derniers lives, ça fait trop plaisir. Encore une fois d'ailleurs, je vous remercie parce que l'ambiance sur les lives ou sur Discord, c'est vraiment incroyable en ce moment. On a passé une nuit ensemble sur Discord à faire des Scribble.io il y a de cela 2 jours, et c'était vraiment cool de tous vous parler. Donc, et puis même à l'écrit, on parle beaucoup plus qu'avant. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Tu es en pull, mais tu as pas chaud? Bah, il fait pas si chaud que ça, en fait, aujourd'hui. Enfin, depuis quelques jours. Donc j'avoue que c'est pas de trop. Et je bois du panaché avec de la grenadine, oui, voilà. Voilà. Oui, je suis au panaché et pas à la bière, je fais ce que je veux. Et du coup, on a eu un nouveau follow pendant que j'étais en off. Merci pour le follow Euphonium, ça me fait très plaisir. Décidément, la barre des follow qui n'arrête pas de faire du yo-yo, puisqu'on n'arrête pas de faire 300, 298, 299, 300, 299, 300, 299. C'est terrible, la barre des 300, on arrive à l'atteindre, mais pas à la franchir depuis bien une semaine. Mais bon, ça finira par arriver, on l'aura cette barre des 300. Un Monaco, exactement. Alors, je sais pas si c'est une réalité, mais j'ai l'impression que... Alors, grosso modo, j'ai mis à jour mon logiciel de streaming, et j'ai l'impression que mon son a l'air de saturer par moment, a l'air d'atteindre des décibels qu'il n'atteint pas habituellement. Donc, si par rapport à d'habitude, vous trouvez que la qualité sonore du live n'est pas au rendez-vous, n'hésitez pas à me faire les retours le plus vite possible, comme ça, j'essaierai de régler ça pour la lecture. Parce que autant pendant l'intro et les pauses on peut faire un peu des bêtises, autant pendant la lecture j'ai envie que ce soit au maximum clean, propre, net, et ça m'embête quand je me rends compte à la rediffusion que c'était pas le cas. Ton son ça va? Ok. Bon bah ça a l'air d'aller, merci pour les retours, ça fait plaisir. Vous êtes mes petits ingénieurs du son, c'est parfait. Du coup oui, une nouvelle semaine commence,
Et c'est une nouvelle, somme toute, relativement classique, mais également une semaine pleine de rendez-vous, puisque j'aurais tendance à dire qu'on entre dans la dernière phase de lecture de L'Homme qui rit. Vous le voyez, mon marque-page est très près de la fin, il reste très peu de parties. Je pense qu'on aura terminé ça la semaine prochaine. Je pense qu'on en a pour encore 4 ou 5 lives en comptant celui de ce soir. Donc je pense que fin de semaine prochaine ou début de semaine d'après, on aura définitivement terminé. Ok. On va se calmer tout de suite. Désolé, vinaigre de je vais repasser sur l'annonce précédente parce que c'est pas très glorieux ce pseudo, si tu ne m'en veux pas trop, j'espère. Mais bonsoir à toi, bienvenue. Je préfère le cacher, je préfère pas avoir ça affiché sur mon live constamment. Tu le comprendras, j'espère. En tout cas, merci pour le follow et bienvenue parmi nous. Donc oui, comme je disais, Victor Hugo, L'Homme qui rit, on aura très bientôt fini a priori. Je pense fin de semaine prochaine, ça sera terminé. Demain, donc oui, vous en doutez, ce soir, mardi et vendredi 21h, comme d'habitude, il y aura live de lecture sur L'Homme qui rit de Victor Hugo. Demain, mercredi à 21h, un live de gaming sur Sherlock Holmes Crimes and Punishment, qui sera un live un petit peu particulier lui aussi, puisque ça sera le dernier live sur ce jeu avec la dernière enquête. Donc on commencera à 21h, peu importe le temps que l'enquête dure, ça sera le dernier live sur ce jeu qui nous aura fait vivre des moments bien sympathiques, mais il va être temps de passer à autre chose. D'ailleurs, je ne sais pas encore exactement quoi. Je sais que la semaine prochaine, on fera certainement la présentation de la mise à jour de Sea of Thieves mercredi soir. Donc pour la semaine prochaine, je ne m'inquiète pas trop, mais après ça, je ne sais pas trop pour le moment. Sinon, je poursuis sur cette semaine. Le live à venir cette semaine ensuite a lieu samedi avec un nouvel épisode de Ça me rappelle une histoire, cette émission d'improvisation où j'interagis et je développe une histoire à partir de vos suggestions. Ça sera donc normalement, si tout se passe bien, samedi à 21h, je croise les doigts, parce que je vous avoue que je ne suis pas sûr de pouvoir faire ce live malheureusement. En fait, le truc c'est que pour les prochains thèmes que j'ai en tête, il va me falloir davantage de préparation. Et là j'ai été un peu pris par le temps, donc du coup je sais pas si je serai prêt. J'ai une idée de thème qui est une idée d'émission qui est prête, mais ça va pas dépendre uniquement de moi. Donc je ne suis pas sûr que je pourrais faire ce live samedi avec la personne que j'ai en tête. Ça vous laisse du suspense comme ça. Mais si c'est pas le cas, j'essaierai d'improviser quelque chose et je ne promets rien, mais peut-être que j'y arriverai pas. Donc voilà, ce live est un petit peu en suspens. J'essaierai de vous revenir dans la semaine avec cette nouvelle. De toute manière, si vous voulez être mis à jour de manière quotidienne des mises en ligne de rediffusion sur YouTube ou de lancer de live sur Twitch, je vous invite à me suivre comme d'habitude sur Facebook, Twitter ou Discord et vous aurez toutes les news en temps et en heure, il n'y a pas de souci. Mira, est-ce que c'est Mira? Mystère, mystère, je ne dirai rien. Je ne dirai rien, même sous la torture. Et du coup, oui, bonsoir Tran aussi, parce que je vois ton pseudo qui a remonté et je crois que je ne t'ai pas cité. Donc bonsoir Tran également. Ça me fait plaisir de voir du monde comme ça dès le début, c'est trop cool. Franchement, en ce moment, vous régalez, ça fait trop plaisir. J'ai l'impression que mon micro, enfin ma barre de son n'arrête pas d'indiquer que mon micro sature. Donc, je vais quand même baisser un petit peu le son parce que j'ai peur qu'à la rediffusion, ça fasse des tch 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 qui sont peut-être imperceptibles pour vous à l'heure actuelle, mais qui moi à la rediffusion vont m'agacer au plus haut point. Je pense que si j'enlève 2-3 décibels, on devrait être bien. Allô, 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 allô. Ok. Ok, même quand je fais ça, ouais, putain, ça repart, c'est ouf. On va repartir sur 3 décibels alors. 3 décibels, ça a l'air d'être pas mal quand même. Faut pas abuser. Bon. Vous me direz si c'est convenable, ça m'a l'air un petit peu mieux.
Et puis on va partir sur ces réglages-là. Et du coup, pour terminer la semaine, retour de l'émission de découverte de l'univers de League of Legends. Ça sera dimanche à 15 h. J'ai pas pu faire d'épisode ce dimanche puisque c'était la fête des mères. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous avez bien souhaité votre fête à votre maman. Mais ouais, franchement, ça m'a fait du bien de faire une pause parce que moi, avec la crise sanitaire, avec... mon emploi du temps tutti quanti, ça faisait 4 mois que je n'avais pas vu ma famille et mes amis, donc ça commençait à faire un petit peu lourd. Donc franchement, ce week-end m'a fait du bien, m'a fait beaucoup de bien même. C'était un peu trop court, un petit peu trop court, j'aurais voulu que ça dure un peu plus. Et pour être franc, je suis toujours en... Je vais pas dire que je sature, mais en fait je me languis de passer du temps avec des potes et ma famille juste. Donc, je suis chaud à live, mais c'est vrai que ça me pèse un petit peu sur l'esprit, entre guillemets, de ne pas avoir eu de vrais temps de pause plein depuis 4 mois, où j'ai vraiment quelques jours, si ce n'est une semaine, si ce n'est plus, à vraiment n'avoir rien à m'occuper, le cerveau complètement relâché, et juste m'amuser avec mes potes, etc. Ça commence à me manquer, mais je vous en ai parlé la semaine passée, je vous le redis. Ce mois-ci, ça sera un petit peu le rush de fin de saison, entre guillemets, puisque, comme tous les ans, en juillet, je ferai une petite pause dans les lives, un petit peu plus conséquente. C'est une pause où je me détache totalement des réseaux sociaux, en tout cas un maximum, parce que plus les années avancent et moins je peux me le permettre, mais voilà, où j'essaie de me détacher un maximum des réseaux sociaux, d'internet, des technologies, etc. Donc ça aura lieu encore une fois cette année, je vous tiendrai au courant de toute manière, mais sachez que grosso modo on n'aura pas le temps de recommencer une nouvelle lecture avant juillet, donc on va terminer tranquillement l'Homme qui rit. Après l'Homme qui rit, j'ai eu une discussion avec une personne du Discord, et ça m'a semblé pas con. Il me semble que je n'ai pas encore lu tous les textes que j'avais publiés sur Wattpad, donc il se peut que je vous lise mon deuxième recueil de poèmes qui se nomme Rejet et que j'ai sorti l'année passée, je crois. Non, en début d'année, je crois. Donc voilà, il se peut que je vous lise Rejet en live, il se peut que je vous lise peut-être La Paix sur Terre, je suis pas sûr, mon roman science-fiction. Il se peut que je vous lise mes chroniques, mais mes chroniques elles datent d'il y a plusieurs années, donc je sais pas si ça serait trop bien. Et puis je sais pas si c'est très adapté au live en vérité. En tout cas voilà, il se peut que après l'Homme qui rit, pour combler les trous entre guillemets jusqu'à ce qu'on arrive à la vraie pause, je vous fasse ce genre de lecture. Et du coup, pareil pour ce qui est du gaming. En fait, peu importe le format d'émission. Jusqu'à juillet, on va faire un peu comme on peut. C'est-à-dire que là, on va terminer la lecture de l'Homme qui rit. On va essayer de faire Ça me rappelle une histoire de qualité. Et puis on va essayer de finir en apothéose, entre guillemets, avec un beau rush de fin. Avec pas mal de lives de gaming. J'espère aussi faire des lives de musique à nouveau. Même si en ce moment, je me concentre davantage sur de l'enregistrement musical en off. Et j'espère vous arriver avec une nouvelle musique très bientôt. Donc voilà, disons que ce mois-ci, va être un petit peu chamboulé dans les plannings, et il y aura peut-être soit des creux de live, soit des lives en pagaille selon les moments. Donc vraiment, tenez-vous au courant si ça vous intéresse. Il y aura du changement et de l'activité a priori, sachant que cette vraie pause que je prendrai devrait arriver, je dirais début juillet. Je pense que juillet, je vais peut-être faire 1 ou 2 lives et ensuite je prendrai une pause je pense qu'il y aura... En fait, je prends une pause moins longue, sauf que vu que les lives, je les fais à des dates spécifiques et tout, enfin bon, bref. En gros, je pense qu'il n'y aura pas de live pendant environ 3 semaines, quoi, sur la chaîne, un truc comme ça. En juillet. Disons milieu juillet, du coup. Parce qu'il y aura un petit peu avant et un petit peu après. Voilà. Cette fois-ci, je pense avoir fait le retour complet sur tout ce que j'avais à vous communiquer. Je vais entamer la lecture rapidement parce que j'ai beaucoup parlé sur le live précédent. Après c'est cool de parler avec vous, il n'y a pas de souci, mais au contraire c'est même très cool, c'est même pour ça que je fais les lives. Que je fais des lives plutôt que des vidéos, c'est pour l'interaction qu'il peut y avoir avec les viewers. Mais c'est vrai que du coup, la fois passée j'ai peut-être un peu abusé.
Donc voilà, là je vais me recentrer, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de lecture ce soir pour être franc. Donc je vais me lancer sans plus attendre. Un bisou à Cora également, Loon. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bisous à Cora qui est en live également en ce moment. Et du coup, bisous et bonsoir à tous ceux qui sont en train de partir. Petit Poulpe Dissident, Loon, Zactael. Bonne soirée à tous, merci d'être passé faire coucou. Quant aux autres, j'espère que vous êtes motivés, on va poursuivre la lecture. La dernière fois, nous nous étions laissés sur des passages un petit peu tristounes, puisqu'on s'était laissé sur des passages où Ursus pensait que notre cher ami Gwynplaine était mort. Du coup, il sait pas trop où il va aller. Il a fait une sorte de farce, une sorte de subterfuge pour faire croire à Dea que Gwynplaine était encore parmi eux, alors que ce n'est pas le cas. Mais Dea, qui n'a pas été dupe, qui l'a directement compris. Ursus, voilà, qui a cru à la mort de Gwynplaine et qui le croit encore, si je ne m'abuse. Donc voilà, la tristesse absolue. Et donc on s'en était laissé, si je ne m'abuse, à un moment un peu crucial, puisque on est au moment où Ursus est menacé de devoir quitter Lynn Tadcaster et de devoir quitter même Londres, voire l'Angleterre, je sais plus trop. Je crois que c'est carrément l'Angleterre, puisque il possède un loup et que c'est contre la loi. Donc voilà, on est sur un moment assez charnière, d'autant que nous nous étions laissés très exactement sur le passage où Gwynplaine, comme une prise de conscience soudaine, pense à Dea et se dit: alors attends, là je suis en train de vivre une situation inédite, je suis en train de vivre un truc de fou qui me tombe sur le coin de la gueule, mais qu'en est-il de Dea? C'est un petit peu le sentiment, j'ai l'impression. Donc on va directement reprendre la suite de cette réaction entre guillemets. Et j'ai très hâte de voir comment ça va se goupiller tout ça, et comment ça va évoluer dans la psyché des personnages. Ça risque d'être intéressant. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Alors je sais pas qui est resté, qui est parti du coup. Donc bonne écoute au pif. Bonne écoute Zikael. Bonne écoute Tran. Bonne écoute l'écoute aux portes. Je pense que c'est à peu près ça. Bonne écoute à vous, bonne écoute également à ceux qui me regardent dans l'ombre de Twitch et qui ne voudraient pas forcément parler sur le chat. Je ne vous blâme pas, mais je vous remercie, au contraire, ça fait plaisir aussi. Même si vous parlez pas, il n'y a pas de souci. Et bonne écoute également à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens d'ici une grosse vingtaine de minutes pour une petite pause. À tout à l'heure. Livre 7ème. La Titane. 1. Réveil. Et Dea. Il sembla à Gwynplaine, regardant poindre le jour à Corleone Lodge pendant ses aventures de Lynn Tadcaster, que ce cri venait du dehors. Ce cri était en lui. Qui n'a entendu les profondes clameurs de l'âme? D'ailleurs, le jour se levait. L'aurore est une voix. À quoi servirait le soleil si ce n'est à réveiller la sombre endormie, la conscience? La lumière et la vertu sont de même espèce. Que le Dieu s'appelle Christ ou qu'il s'appelle amour, il y a toujours une heure où il est oublié, même par le meilleur. Nous avons tous, même les saints, besoin d'une voix qui nous fasse souvenir, et l'aube fait parler en nous l'avertisseur sublime. La conscience crie devant le devoir comme le coq chante devant le jour. Le cœur humain, ce chaos, entend le fiat lux. Gwynplaine, nous continuerons à le nommer ainsi. Clancharlie est un lord, Gwynplaine est un homme. Gwynplaine fut comme ressuscité. Il était temps que l'artère fût liée. Il y avait en lui une fuite d'honnêteté. « Dea !» dit-il, et il sentit dans ses veines comme une transfusion généreuse. Quelque chose de salubre et de tumultueux se précipitait en lui. L'irruption violente des bonnes pensées, c'est un retour au logis de quelqu'un qui n'a pas sa clé, et qui force honnêtement son propre mur. Il y a escalade, mais du bien. Il y a effraction, mais du mal. « Dea ! Dea ! Dea !» répéta-t-il. Il s'affirmait à lui-même son propre cœur. Et il fit cette question à haute voix. « Où es-tu » presque étonné qu'on ne lui répondit pas. Il reprit, regardant le plafond et les murs avec un égarement où la raison revenait. « Où es-tu ? Où suis-je » Et dans cette chambre, dans cette cage, il recommença sa marche de bête farouche enfermée. « Où suis-je ? À Windsor. Et toi ? À Southwark. Ah, mon Dieu ! Voilà la première fois qu'il y a une distance entre nous. Qui donc a creusé cela? Moi ici, toi là. Oh, cela n'est pas, cela ne sera pas. Qu'est-ce donc qu'on m'a fait?
Il s'arrêta. « Qui donc m'a parlé de la reine? Est-ce que je connais cela? Changer, moi, changer! Pourquoi? Parce que je suis lord? Sais-tu ce qui se passe, Dea? Tu es lady. C'est étonnant les choses qui arrivent. Ah ça, il s'agit de retrouver mon chemin. Est-ce qu'on m'aurait perdu? Il y a un homme qui m'a parlé avec un air obscur. Je me rappelle les paroles qu'il m'a adressées. Milord, une porte qui s'ouvre ferme une autre porte. Ce qui est derrière vous n'est plus. Autrement dit, vous êtes un lâche. Cet homme-là, le misérable, il me disait cela pendant que je n'étais pas encore réveillé. Il abusait de mon premier moment étonné. J'étais comme une proie qu'il avait. Où est-il que je l'insulte? Il me parlait avec le sombre sourire du rêve. Ah, voici que je redeviens moi. C'est bon. On se trompe si l'on croit qu'on fera de Lord Clancharlie ce qu'on voudra. Père d'Angleterre, oui, avec une pairesse, qui est Dea. Des conditions. Est-ce que j'en accepte? La reine? Que m'importe la reine? Je ne l'ai jamais vue. Je ne suis pas l'ordre pour être esclave. J'entre libre dans la puissance. Est-ce qu'on se figure m'avoir déchaîné pour rien? On m'a démuselé, voilà tout. Dea, Ursus, nous sommes ensemble. Ce que vous étiez, je l'étais. Ce que je suis, vous l'êtes. Venez. Non, j'y vais, tout de suite, tout de suite. J'ai déjà trop attendu. Que doivent-ils penser de ne pas me voir revenir? Cet argent. Quand je pense que je leur ai envoyé de l'argent, c'était moi qu'il fallait. Je me rappelle, cet homme, il m'a dit que je ne pouvais pas sortir d'ici. Nous allons voir. Allons, une voiture, qu'on attelle. Je veux aller les chercher. Où sont les valets? Il doit y avoir des valets puisqu'il y a un seigneur. Je suis le maître ici, c'est ma maison, et j'en tordrai les verrous, et j'en briserai les serrures, et j'en enfoncerai les portes à coups de pied. Quelqu'un qui me barre le passage, je lui passe mon épée au travers du corps, car j'ai une épée maintenant. Je voudrais bien voir qu'on me résistât. J'ai une femme, qui est Dea. J'ai un père qui est Ursus. Ma maison est un palais et je le donne à Ursus. Mon nom est un diadème, et je le donne à Dea. Vite, tout de suite. Dea, me voici. Ah, j'aurai vite enjambé l'intervalle, va. Et levant la première portière venue, il sortit de la chambre impétueusement. Il se trouva dans un corridor. Il alla devant lui. Un deuxième corridor se présenta. Toutes les portes étaient ouvertes. Il se mit à marcher au hasard de chambre en chambre, de couloir en couloir, cherchant la sortie. 2. Ressemblance d'un palais avec un bois. Dans les palais à l'italienne, Corleone Lodge était de cette sorte, il y avait très peu de portes. Tout était rideaux, portières, tapisseries. Pas de palais à cette époque qui n'eût, à l'intérieur, un singulier fouillis de chambres et de corridors où abondait le faste. Dorures, marbre, boiseries ciselées, soie d'Orient, avec des recoins pleins de précautions et d'obscurité, d'autres pleins de lumière. C'étaient des galetas riches et gais, des réduits vernis luisants, revêtus de faïence de Hollande ou d'azuleros de Portugal, des embrasures de hautes fenêtres coupées en sous-pente et des cabinets tout en vitres, jolies lanternes logeables. Les épaisseurs de murs, évidées, étaient habitables. Ça et là des bonbonnières qui étaient des garde-robes. Cela s'appelait les petits appartements. C'est là qu'on commettait les crimes. Si l'on avait à tuer le duc de Guise, ou à fourvoyer la jolie présidente de Silvecane, ou, plus tard, à étouffer les cris des petites qu'amenait le bel, c'était commode. Logis compliqué, inintelligible à un nouveau venu. Lieu des rapts, fonds ignorés où aboutissaient les disparitions. Dans ces élégantes cavernes, les princes et les seigneurs déposaient leur butin. Le comte de Charolais y cachait madame Courchamp, la femme du maître des requêtes. Monsieur de Montulay y cachait la fille de Audry, le fermier de la Croix-Saint-Lanfroy. Le prince de Conti y cachait les deux belles boulangères de l'Isle-Adam. Le duc de Buckingham y cachait la pauvre Pennywell, etc. Les choses qui s'accomplissaient là étaient de celles qui se font, comme dit la loi romaine, oui clam et precario, par force, en secret, et pour peu de temps. C'étaient des oubliettes, dorées, qui étaient là y restaient selon le bon plaisir du maître. C'étaient des oubliettes, dorées. Cela tenait du cloître et du sérail. Des escaliers tournés, montés, descendaient. Une spirale de chambres s'emboîtant vous ramenait à votre point de départ. Une galerie s'achevait en oratoire. Un confessionnal se greffait sur une alcôve. Les ramifications des coraux et les percées des éponges avaient probablement servi de modèles aux architectes des petits appartements royaux et seigneuriaux. Les embranchements étaient inextricables. Des portraits pivotant sur des ouvertures offraient des entrées et des sorties. C'était machiné. Il le fallait bien, il s'y jouait des drames. Les étages de cette ruche allaient des caves aux mansardes. Madrépores bizarres incrustés dans tous les palais
à commencer par Versailles, et qui était comme l'habitation des pygmées dans la demeure des titans. Couloirs, reposoirs, nids, alvéoles, cachettes. Toutes sortes de trous où se fourraient les petitesses des grands. Ces lieux, serpentants et murés, éveillaient des idées de jeu, d'yeux bandés, de mains à tâtons, de rires contenus, Colin-Maillard, cache-cache, et en même temps faisaient songer aux Atrides, aux Plantagenets, aux Médicis, aux sauvages chevaliers d'Elze, à Rizzio, à Monaldeschi, aux épées poursuivant un fuyard de chambre en chambre. L'Antiquité avait, elle aussi, de mystériologie de ce genre, où le luxe était approprié aux horreurs. L'échantillon en a été conservé sous terre dans certains sépulcres d'Égypte, par exemple dans la crypte du roi Psaméticus, découverte par Passalaka. On trouve dans les vieux poètes l'effroi de ces constructions suspectes. Error circumflexus, locus implicitus geris. Gwynplaine était dans les petits appartements de Corleone Lodge. Il avait la fièvre de partir, d'être dehors, de revoir Dea. Cet enchevêtrement de corridors et de cellules, de portes dérobées, de portes imprévues, l'arrêtait et le ralentissait. Il eût voulu y courir, il était forcé d'y errer. Il croyait n'avoir qu'une porte à pousser, il avait un écheveau à débrouiller. Après une chambre, une autre, puis des carrefours de salon. Il ne rencontrait rien de vivant. Il écoutait. Aucun mouvement. Il lui semblait parfois revenir sur ses pas. Par moments, il croyait voir quelqu'un venir à lui. Ce n'était personne. C'était lui dans une glace en habit de seigneur. C'était lui, invraisemblable. Il se reconnaissait, mais pas tout de suite. Il allait, prenant tous les passages qui s'offraient. Il s'engageait dans des méandres d'architecture intime. Là, un cabinet coquettement peint et sculpté, un peu obscène et très discret. Là, une chapelle équivoque, tout écaillée de nacres et d'émaux, avec des ivoires faits pour être vus à la loupe, comme des dessus de tabatière. Là, un de ces précieux retraits florentins accommodés pour les hypocondries féminines et qu'on appelait dès lors boudoirs. Partout, sur les plafonds, sur les murs, sur les planchers même, il y avait des figurations veloutées ou métalliques d'oiseaux et d'arbres, des végétations extravagantes enroulées de perles, des bossages de passementerie, des nappes de jais, des guerriers, des reines, des tritones cuirassés d'un ventre d'hydre. Les biseaux des cristaux taillés ajoutaient des effets de prismes à des effets de reflets. Les verroteries jouaient les pierreries. On voyait étinceler des encoignures sombres. On ne savait si toutes ces facettes lumineuses, où des verres d'émeraude s'amalgamaient à des ors de soleil levant, et où flottaient des nuées gorges de pigeons, étaient des miroirs microscopiques ou des aigues marines démesurées. Magnificence à la fois délicate et énorme. C'était le plus mignon des palais, à moins que ce ne fût le plus colossal des écrins. Une maison pour Mab ou un bijou pour Géo. Gwynplaine cherchait l'issue. Il ne la trouvait pas. Impossible de s'orienter. Rien de capiteux comme l'opulence quand on la voit pour la première fois. Mais en outre, c'était un labyrinthe. À chaque pas, une magnificence lui faisait obstacle. Cela semblait résister à ce qu'il s'en allât. Cela avait l'air de ne pas vouloir le lâcher. Il était comme dans une glu de merveilles. Il se sentait saisi et retenu. Quel horrible palais, pensait-il. Il rôdait dans ce dédale, inquiet, se demandant ce que cela voulait dire, s'il était en prison, s'irritant, aspirant à l'air libre. Il répéta « Dea, Dea, comme on tient le fil qu'il ne faut pas laisser rompre et qui vous fera sortir ?» Par moments, il appelait « Hé, quelqu'un ?» Rien ne répondait. Ces chambres n'en finissaient pas. C'était désert, silencieux, splendide, sinistre. On se figure ainsi les châteaux enchantés. Des bouches de chaleur cachées entretenaient dans ces corridors et dans ces cabinets une température d'été. Le mois de juin semblait avoir été pris par quelques magiciens et enfermé dans ce labyrinthe. Par moments, cela sentait bon. On traversait des bouffées de parfum comme s'il y avait là des fleurs invisibles. On avait chaud. Partout des tapis. On eût pu se promener nu. Gwynplaine regardait par les fenêtres. L'aspect changeait. Il voyait tantôt des jardins remplis des fraîcheurs du printemps et du matin, tantôt de nouvelles façades avec d'autres statues, tantôt des patios à l'espagnol, qui sont de petites cours quadrangulaires entre de grands bâtiments d'allées moisies et froides. Parfois, une rivière qui était la Tamise, parfois une grosse tour qui était Windsor. Dehors, de si grand matin, il n'y avait point de passants. Il s'arrêtait, il écoutait. « Oh, je m'en irai, disait-il. Je rejoindrai Dea. On ne me gardera pas de force. Malheur à qui voudrait m'empêcher de sortir. Qu'est-ce que c'est que cette grande tour-là? S'il y a un géant, un dogue d'enfer, une tarasque, pour barrer la porte dans ce palais ensorcelé,
je l'exterminerai. Une armée, je la dévorerai. Dea! Dea! Tout à coup, il entendit un petit bruit, très faible. Cela ressemblait à de l'eau qui coule. Il était dans une galerie étroite, obscure, fermée à quelques pas devant lui par un rideau fendu. Il alla à ce rideau, l'écarta, entra. Il pénétra dans de l'inattendu. 3. Ève. Une salle octogone, voûtée en anse de panier sans fenêtre, éclairée d'un jour d'en haut, toute revêtue, murs, pavages et voûtes, de marbre fleurs de péché. Au milieu de la salle, un baldaquin pinacle, en marbre drap mortuaire, à colonnes torses, dans le style pesant et charmant d'Élisabeth, couvrant d'ombre une vasque baignoire du même marbre noir. Au milieu de la vasque, un fin jaillissement d'eau odorante et tiède, remplissant doucement et lentement la cuve. C'est là ce qu'il avait devant les yeux. Bain noir fait pour changer la blancheur en resplendissement. C'était cette eau qu'il avait entendue. Une fuite ménagée dans la baignoire à un certain niveau ne la laissait pas déborder. La vasque fumait, mais si peu qu'il y avait à peine quelques buées sur le marbre. Le grêle jet d'eau était pareil à une souple verge d'acier réfléchissante au moindre souffle. Aucun meuble, si ce n'est près de la baignoire, une de ces chaises lises à coussins assez longues pour qu'une femme qui y est étendue puisse avoir à ses pieds son chien ou son amant. D'où canalpi, dont nous avons fait canapé. C'était une chaise longue d'Espagne, vu que le bas était en argent. Les coussins et le capiton étaient de soie glacée blanc. De l'autre côté de la baignoire, se dressait, adossée au mur, une haute étagère de toilette en argent massif avec tous ses ustensiles, ayant à son milieu 8 petites glaces de Venise ajustées dans un châssis d'argent et figurant une fenêtre. Dans le pan coupé de muraille, le plus voisin du canapé, était entaillée une baie carrée qui ressemblait à une lucarne et qui était bouchée d'un panneau fait d'une lame d'argent rouge. Ce panneau avait des gonds comme un volet. Sur l'argent rouge brillait, niellé et doré, une couronne royale. Au-dessus du panneau était suspendu et scellé au mur un timbre qui était en vermeil, à moins qu'il ne fût en or. Vis-à-vis l'entrée de cette salle, en face de Gwynplaine qui s'était arrêté court, le pan coupé de marbre manquait. Il était remplacé par une ouverture de même dimension, allant jusqu'à la voûte et fermée d'une large et haute toile d'argent. Cette toile, d'une ténuité féerique, était transparente. On voyait au travers. Au centre de la toile, à l'endroit où est d'ordinaire l'araignée, Gwynplaine aperçut une chose formidable. Une femme nue. Nue à la lettre, non. Cette femme était vêtue, et vêtue de la tête aux pieds. Le vêtement était une chemise très longue, comme les robes d'ange dans les tableaux de sainteté, mais si fine qu'elle semblait mouillée. De là, un à peu près de femme nue. De là, un à peu près de femme nue, plus traître et plus périlleux que la nudité franche. L'histoire a enregistré des processions de princesses et de grandes dames entre deux files de moines, où, sous prétexte de pieds nus et d'humilité, la duchesse de Montpensier se montrait ainsi à tout Paris dans une chemise de dentelle. Correctif, un cierge à la main. La toile d'argent, diaphane comme une vitre, était un rideau. Elle n'était fixée que du haut et pouvait se soulever. Elle séparait la salle de marbre, qui était une salle de bain, d'une chambre, qui était une chambre à coucher. Cette chambre, très petite, était une espèce de grotte de miroir, partout des glaces de Venise contiguës, ajustées polyédriquement, reliées par des baguettes dorées, réfléchissaient le lit qui était au centre. Sur ce lit, d'argent comme la toilette et le canapé, était couchée la femme. Elle dormait. Elle dormait la tête renversée, un de ses pieds refoulant ses couvertures, comme la succube au-dessus de laquelle le rêve bat des ailes. Son oreiller de gui pur était tombé à terre sur le tapis. Entre sa nudité et le regard, il y avait 2 obstacles, sa chemise et le rideau de gaze d'argent, 2 transparences. La chambre, plutôt alcôve que chambre, était éclairée avec une sorte de retenue par le reflet de la salle de bain. La femme peut-être n'avait pas de pudeur, mais la lumière en avait. Le lit n'avait ni colonne, ni dais, ni ciel, de sorte que la femme, quand elle ouvrait les yeux, pouvait se voir 1000 fois nue dans les miroirs au-dessus de sa tête. Les draps avaient le désordre d'un sommeil agité, la beauté des plis indiquait la finesse de la toile. C'était l'époque où une reine, songeant qu'elle serait damnée, se figurait l'enfer ainsi. Un lit avec de gros draps. Du reste, cette mode du sommeil nu venait d'Italie.
et remontait aux Romains. Sub clara nuda lucerna, dit Horace. Une robe de chambre en soie singulière, de Chine sans doute, car dans les plis on entrevoyait un grand lézard d'or, était jeté sur le pied du lit. Au-delà du lit, au fond de l'alcôve, il y avait probablement une porte, masquée et marquée par une assez grande glace sur laquelle étaient peints des pans et des cygnes. Dans cette chambre faite d'ombre tout reluisait. Les espacements entre les cristaux et les dorures étaient enduits de cette matière étincelante qu'on appelait à Venise fiel de verre. Au chevet du lit était fixé un pupitre en argent à tasseaux tournants et à flambeaux fixes, sur lequel on pouvait voir un livre ouvert, portant au haut des pages ce titre en grosses lettres rouges, Alcoranus Mahomedis. Gwynplaine ne percevait aucun de ces détails. La femme, voilà ce qu'il voyait. Il était à la fois pétrifié et bouleversé, ce qui s'exclut, mais ce qui existe. Cette femme, il la reconnaissait. Elle avait les yeux fermés et le visage tourné vers lui. C'était la duchesse. Elle, cet être mystérieux en qui se mélangeaient tous les resplendissements de l'inconnu, celle qui lui avait fait faire tant de songes inavouables, celle qui lui avait écrit une si étrange lettre. La seule femme au monde dont il put dire « Elle m'a vu, elle veut de moi ». Il avait chassé les songes, il avait brûlé la lettre. Il l'avait reléguée, elle, le plus loin qu'il avait pu hors de sa rêverie et de sa mémoire. Il n'y pensait plus, il l'avait oubliée. Il la revoyait. Il la revoyait terrible. La femme nue, c'est la femme armée. Il ne respirait plus. Il se sentait soulevé comme dans un nimbe et poussé. Il regardait. Cette femme devant lui, était-ce possible? Au théâtre, duchesse. Ici, Néréide, naïade, fée. Toujours apparition. Il essaya de fuir, et sentit que cela ne se pouvait pas. Ses regards étaient devenus de chaînes, et l'attachaient à cette vision. Était-ce une fille? Était-ce une vierge? Les deux. Mais Saline, présente peut-être dans l'invisible, devait sourire, et Diane devait veiller. Il y avait sur cette beauté la clarté de l'inaccessible, pas de pureté comparable à cette forme chaste et altière. Certaines neiges qui n'ont jamais été touchées sont reconnaissables. Les blancheurs sacrées de la Jungfrau, cette femme les avait. Ce qui se dégageait de ce front inconscient, de cette vermeille chevelure éparse, de ces cils abaissés, de ces veines bleues vaguement visibles, de ces rondeurs sculpturales des seins, des hanches et des genoux, modelant les affleurements roses de la chemise, c'était la divinité d'un sommeil auguste. Cette impudeur se dissolvait en rayonnement. Cette créature était nue avec autant de calme que si elle avait droit au cynisme divin. Elle avait la sécurité d'une Olympienne qui se fait fille du gouffre et qui peut dire à l'océan « Père », et elle s'offrait, inabordable et superbe, à tout ce qui passe, au regard, au désir, aux démences, aux songes, aussi fièrement assoupie sur ce lit de boudoir que Vénus dans l'immensité de l'écume. Elle s'était endormie la nuit et prolongeait son sommeil au grand jour. Confiance commençait dans les ténèbres et continuait dans la lumière. Gwynplaine frémissait. Il admirait. Admiration malsaine et qui intéresse trop. Il avait peur. La boîte à surprise du sort ne s'épuise point. Gwynplaine avait cru être au bout. Il recommençait. Qu'était-ce que tous ces éclairs, s'abattant sur sa tête sans relâche, et enfin foudroiement suprême, lui jetant à lui, homme frissonnant, une déesse endormie? Qu'était-ce que toutes ces ouvertures de ciel successives, d'où finissait par sortir désirable et redoutable son rêve? Qu'était-ce que ces complaisances du tentateur inconnu lui apportant l'une après l'autre, ces aspirations vagues, ces velléités confuses, jusqu'à ces mauvaises pensées devenues chères vivantes et l'accablant sous une enivrante série de réalités tirées de l'impossible? Y avait-il conspiration de toute l'ombre contre lui, misérable, et qu'allait-il devenir avec tous ces sourires de la fortune sinistre autour de lui? Qu'était-ce que ce vertige arrangé exprès? Cette femme, là, pourquoi, comment? Nulle explication. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Était-il fait père d'Angleterre exprès pour cette duchesse? Qui les amenait ainsi l'un à l'autre? Qui était dupe? Qui était victime? De qui abusait-on la bonne foi? Était-ce Dieu qu'on trompait? Toutes ces choses, il ne les précisait pas, il les entrevoyait à travers une suite de nuages noirs dans son cerveau. Ce logis magique et malveillant, cet étrange palais tenace comme une prison était-il du complot? Gwynplaine subissait une sorte de résorption. Des forces obscures le garrottaient mystérieusement. Une gravitation l'enchaînait. Sa volonté soutirée s'en allait de lui. À quoi se retenir? Il était hagard et charmé. Cette fois, il se sentait irrémédiablement insensé.
La sombre chute à pic dans le précipice d'éblouissement continuait. La femme dormait. Pour lui, l'état de trouble s'aggravant, ce n'était même plus la lady, la duchesse, la dame, c'était la femme. Les déviations sont dans l'homme à l'état latent. Les vices ont dans notre organisme un tracé invisible tout préparé. Même innocent et en apparence pur, nous avons cela en nous. Être sans tache, ce n'est pas être sans défaut. L'amour est une loi. La volupté est un piège. Il y a l'ivresse et il y a l'ivrognerie. L'ivresse, c'est de vouloir une femme. L'ivrognerie, c'est de vouloir la femme. Gwynplaine, hors de lui, tremblait. Que faire contre cette rencontre? Pas de flot d'étoffe, pas d'ampleur soyeuse, pas de toilette prolixe et coquette, pas d'exagération galante cachant et montrant, pas de nuages. La nudité dans sa concision redoutable, sorte de sommation mystérieuse, effrontément édénique, tout le côté ténébreux de l'homme mis en demeure, Ève pire que Satan, l'humain et le surhumain amalgamés, extase inquiétante aboutissant au triomphe brutal de l'instinct sur le devoir. Le contour souverain de la beauté est impérieux. Quand il sort de l'idéal et quand il daigne être réel, c'est pour l'homme une proximité funeste. Par instants, la duchesse se déplaçait mollement sur le lit et avait les vagues mouvements d'une vapeur dans l'azur, changeant d'attitude comme la nuée change de forme. Elle ondulait, composant et décomposant des courbes charmantes. Toutes les souplesses de l'eau, la femme les a. Comme l'eau, la duchesse avait on ne sait quoi d'insaisissable. Chose bizarre à dire, elle était là, chair visible, et elle restait chimérique. Palpable, elle semblait lointaine. Gwynplaine, effaré et pâle, contemplait. Il écoutait ce sein palpiter et croyait entendre une respiration de fantôme. Il était attiré, il se débattait. Que faire contre elle? Que faire contre lui? Il s'était attendu à tout excepté à cela. Un gardien féroce en travers de la porte, quelques furieux monstres geôliers à combattre, voilà sur quoi il avait compté. Il avait prévu Cerbère, il trouvait Hébé. Une femme nue, une femme endormie. Quel sombre combat! Il fermait les paupières. Trop d'aurore dans l'œil est une souffrance. Mais à travers ses paupières fermées, tout de suite il la revoyait, plus ténébreuse, aussi belle. Prendre la fuite, ce n'est pas facile. Il avait essayé et n'avait pu. Il était enraciné comme on est dans le rêve. Quand nous voulons rétrograder, la tentation cloue nos pieds au pavé. Avancer reste possible, reculer, non. Les invisibles bras de la faute sortent de terre et nous tirent dans le glissement. Une banalité acceptée de tout le monde, c'est que l'émotion s'émousse. Rien n'est plus faux. C'est comme si l'on disait que, sous de l'acide nitrique tombait goutte à goutte une plaie C'est comme si l'on disait que, sous de l'acide nitrique, tombant goutte à goutte, une plaie s'apaise et s'endort, et que l'écartèlement blase d'Amiens. La vérité est qu'à chaque redoublement, la sensation est plus aiguë. D'étonnement en étonnement, Gwynplaine était arrivé au paroxysme. Ce vase, sa raison, sous cette stupeur nouvelle débordée. Il sentait en lui un éveil effrayant. De boussole, il n'en avait plus. Une seule certitude était devant lui, cette femme. On ne sait quel irrémédiable bonheur s'en trouverait, ressemblant à un naufrage. Plus de direction possible, un courant irrésistible, et l'écueil. L'écueil, ce n'est pas le rocher, c'est la sirène. Un aimant est au fond de l'abîme. S'arracher à cette attraction, Gwynplaine le voulait, mais comment faire? Il ne sentait plus de point d'attache. La fluctuation humaine est infinie. Un homme peut être désemparé comme un navire. L'ancre, c'est la conscience. Chose lugubre, la conscience peut casser. Il n'avait même pas cette ressource. Je suis défiguré et terrible, elle me repoussera. Cette femme lui avait écrit qu'elle l'aimait. Il y a dans les crises un instant de porte-à-faux. Quand nous débordons sur le mal plus que nous nous appuyons sur le bien, cette quantité de nous-mêmes qui est en suspens sur la faute finit par l'emporter et nous précipite. Ce moment triste était-il venu pour Gwynplaine? Comment échapper? Ainsi c'était-elle, la duchesse, cette femme. Il l'avait devant lui dans cette chambre, dans ce lieu désert, endormie, livrée, seule. Elle était à sa discrétion, et il était en son pouvoir. La duchesse. On a aperçu une étoile au fond des espaces. On l'a admirée. Elle est si loin. Que craindre d'une étoile fixe? Un jour, une nuit, on la voit se déplacer. On distingue un frisson de lueur autour d'elle. Cet astre, qu'on croyait impassible, remue. Ce n'est pas l'étoile, c'est la comète, c'est l'immense incendiaire du ciel. L'astre marche, grandit, secoue une chevelure de pourpre, devient énorme. C'est de votre côté qu'il se dirige. Ô terreur, il vient à vous. La comète vous connaît, la comète vous désire, la comète vous veut. Épouvantable approche céleste.
Ce qui arrive sur vous, c'est le trop de lumière, qui est l'aveuglement, c'est l'excès de vie, qui est la mort. Cette avance que vous fait le zénith, vous la refusez. Cette offre d'amour du gouffre, vous la rejetez. Vous mettez votre main sur vos paupières, vous vous cachez, vous vous dérobez, vous vous croyez sauvé. Vous rouvrez les yeux. L'étoile redoutable est là. Elle n'est plus étoile, elle est monde. Monde ignoré, monde de lave et de braise, dévorant prodige des profondeurs. Elle emplit le ciel, il n'y a plus qu'elle. L'escarboucle du fond de l'infini, diamant de loin, de près et fournaise. Vous êtes dans sa flamme. Et vous sentez commencer votre combustion par une chaleur de paradis. Et c'est la fin du chapitre 3, les amis. On va donc se marquer une courte pause. Et je reviens avec le chapitre 4 dans quelques minutes. Au final, j'ai l'impression d'avoir mis relativement beaucoup de temps à lire cette première partie de lecture de ce soir, alors que je pensais que le live de ce soir serait plus court. Donc à voir, si ça se trouve ça sera long. Après je me dis que j'ai peut-être lu un peu plus lentement que d'habitude. Je sais pas si ça a été le cas. En fait c'est vraiment aléatoire entre guillemets d'un live sur l'autre. C'est vraiment selon les sensations du jour entre guillemets. Je dois bien avouer que c'est pas que je suis pas dans le mood ce soir, mais j'ai l'impression de... je sais pas. Je veux pas dire que je vais être ailleurs, mais je sais pas comment expliquer ça précisément. J'ai pas l'impression d'avoir du mal spécifiquement, ouais, je sais pas. J'ai une impression bizarre, tout simplement. Je ne saurais pas la définir véritablement. Donc du coup, je sais pas si j'ai fait une lecture agréable, j'espère que oui. Mais en tout cas, le chapitre est vraiment, vraiment cool. Enfin, les 3 chapitres qu'on a lus déjà sont vraiment, vraiment cool, je trouve. Et ça y est, enfin Gwynplaine a le sursaut, enfin Gwynplaine a le réveil. Hein. De toute manière, c'est pas pour rien que le chapitre s'appelait Réveil. Ça y est, il a le sursaut. Il se rend compte qu'il y a un truc qui cloche et que il est en train de renier son ancienne vie, entre guillemets, d'un seul coup. Et ça y est, il a enfin l'appel de cette ancienne vie, pardon, qui le regagne et qui lui donne envie d'y retourner, ou en tout cas du moins de faire venir Ursus, Dea et tous ces membres importants de son ancienne vie dans sa nouvelle vie. Donc voilà, il a enfin le soubresaut, il a enfin la révélation. Malheureusement ou heureusement, enfin ça dépend du point de vue, si on pense à Dea et à leur bonheur parfait, etc., malheureusement, si on pense au fait que bah, du coup ça fait des péripéties dans l'œuvre qui sont intéressantes, il retombe sur cette fameuse duchesse, et en plus il retombe dessus alors qu'elle est nue, endormie sur le lit. Donc voilà, c'est vraiment la tentation extrême entre guillemets pour Gwynplaine, qui est totalement déboussolé, qui est totalement remis dans un état d'esprit qu'il avait eu de cela quelques chapitres et qu'il avait réussi à réprimer. Mais là, est-ce qu'il va savoir réprimer alors que la réalité est si tangible devant lui? C'est hyper intéressant, je trouve. Hyper intéressant. Et en termes d'écriture, c'était tellement beau. C'était tellement beau, je trouve. Zikael, c'était bien lu en tout cas. Merci Zikael, ça fait super plaisir. L'écoute au Portugal a le don pour les descriptions très précises des lieux et autres. J'avoue surtout qu'il n'est pas très... Enfin, ça dépend des moments, mais je trouve que la plupart du temps, il arrive à ne pas être lourd et à être subtil. C'est là justement où il a son génie, on va dire, sa virtuosité. C'est qu'il arrive à être très précis, en effet, à faire des descriptions vachement détaillées, sans que ce soit lourd. Parce que c'est vrai que, par exemple, c'est quelque chose qu'on... Je trouve peu le terme, c'est terrible. Qu'on impute, entre guillemets, ou qu'on... Bon, c'est pas le terme que je choisissais, mais ça marche bien aussi. Qu'on impute à d'autres auteurs, notamment Balzac. Souvent, on a tendance à dire de Balzac qu'il fait des descriptions tellement détaillées que ça en devient lourd. Ça en devient lourd, pardon. Bon, après, Balzac, il était vraiment dans un côté réaliste à fond, etc. Enfin bref. Mais c'est vrai que sur certains autres auteurs, c'est pas une réussite autant, je trouve. Là, c'est vrai que je trouve ça très fluide, très subtil et très beau. Il y a vraiment des passages qui sont ultra bien écrits. Et je dois avouer que moi, personnellement, en termes de
de poétique en termes de style. Les passages qui me plaisent le plus d'Hugo, c'est quand il parle vraiment de l'homme et des sentiments humains. C'est vraiment quand il parle de l'intime, de l'intérieur, des pensées intimes et des sentiments, etc. Et comment ça s'agence, comment ça opère sur le corps, sur l'esprit d'un être humain, et je trouve ça hyper intéressant. Genre là, vraiment, le tout dernier passage que je vous ai lu, je l'ai trouvé particulièrement beau, avec ce passage... attendez. Avec cette phrase « Et vous sentez commencer votre combustion par une chaleur de paradis ». Enfin, tout ce qui précède ce passage, je le trouve très beau, avec la métaphore de l'étoile, là. En fait, ouais, c'est ça. C'est tout le paragraphe avec la métaphore de l'étoile, je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique, cette métaphore. Très très poétique. Et je trouve que c'est là-dedans qu'il est très doué aussi pour décrire les troubles de l'esprit, etc. De toute manière, Hugo, il est connu pour très souvent son travail du combat social, voire sociétal parfois. Enfin, je trouve qu'il est connu pour ça en tout cas. Peut-être m'abusais-je. Peut-être je ne m'abuse. Bref, peut-être que vous avez un avis différent, n'hésitez pas à me dire. Mais ouais, moi j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et du coup, ouais, c'est pas étonnant qu'il décrit aussi bien les pensées, les intimes, enfin, en fait, ce qui pousse les personnages à faire des choses. Je trouve qu'il le fait très très bien. Et justement, il les remet vachement en question. Il y a un truc, par exemple, là-dedans qui m'a vachement parlé, où je me disais, tiens, c'est original, d'habitude, on pense l'inverse. Alors, attendez, je vais essayer de le retrouver. Ah, il y a un moment où je me disais que d'habitude, c'était l'inverse. Alors, l'écoute aux portes. Oui, il est fort, en plus, avec des types de personnages si différents. Ouais, grave. Grave. J'ai hâte de voir là si la duchesse elle va se réveiller en fait. Limite ça serait le plus intéressant je pense comme scénario. Mince, il y avait un truc dont lui-même disait habituellement on voit pas les choses comme ça. Et avant qu'il le dise, c'est marrant parce que je m'étais dit exactement la même chose. Je m'étais dit bah, c'est bizarre, d'habitude c'est plutôt pas décrit comme ça. Et je trouvais ça ultra intéressant. Ah oui voilà, c'était concernant les sentiments. Sur le fait que on a tendance à dire que les sentiments s'atténuent ou un truc comme ça. Ouais voilà, c'était ça. Une banalité acceptée de tout le monde, c'est que l'émotion s'émousse. Rien n'est plus faux. C'est comme si l'on disait que, sous de l'acide nitrique tombant goutte à goutte, une plaie s'apaise et s'endort. J'aime beaucoup ça. La vérité est qu'à chaque redoublement, la sensation est plus aiguë. Ce passage-là, je l'ai trouvé particulièrement bien trouvé et bien décrit aussi. Encore une fois, avec une très bonne comparaison, je trouve. Une très bonne image qui est assez parlante. Et je suis tellement d'accord avec ça. Je trouve ça tellement juste, tellement bien vu. On a tendance à dire que les sentiments, ça passe, ça s'émousse. On s'en remet, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a le premier choc et puis après, on en revient, comme on dit. Et en fait, pas toujours, pas tous les sentiments. Et j'avoue que, ouais, je me reconnais vachement dans cette phrase, dans cette réflexion, dans cette remarque de Victor Hugo, de dire que, en tout cas moi, à titre personnel, je trouve plutôt que, en effet, cette espèce d'aspect corrosif de l'acide, quoi. C'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout, ça s'estompe, ça dure dans le temps, donc ça gagne en terrain entre guillemets. Je trouve ça hyper bien trouvé comme image, hyper bien trouvé et ça me parle vachement. Enfin bref, chers amis, comme je le disais, j'ai beaucoup parlé sur le live précédent, donc j'essaie un petit peu d'équilibrer une fois de temps en temps si je trouve que j'ai un petit peu abusé. Donc là du coup ce soir je vais pas forcément parler beaucoup dans les pauses, enfin dans la pause parce que ce sera la seule pause de ce soir. Et à l'outro je pense que je vais surtout faire de la lecture. Surtout que, comme je le disais il y a quelques minutes, je sais pas, c'est pas que je suis pas dans le mood, mais je suis dans un mood très particulier ce soir, même aujourd'hui, enfin ouais. Je sais pas, je suis un peu... j'ai l'impression d'avoir le cerveau trop rempli. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est une phrase que je disais beaucoup à une époque. Et j'ai l'impression de retrouver un peu ce sentiment aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir le cerveau trop rempli, pardon.
de penser à trop de choses, de réfléchir à trop de choses et du coup d'être saturé entre guillemets. Donc du coup je vais plutôt me relancer dans la lecture et essayer de le faire le mieux possible jusqu'à la fin de ce live. Il nous reste le chapitre 4 et 5 qui devraient prendre environ le même temps de lecture que je vous ai déjà fait ce soir. Donc je vous dis, je pense d'ici une vingtaine de minutes dans le chat. À savoir que, je vous le précise, de toute façon vous en douterez, enfin vous le remarquerez certainement, mais le chapitre qu'on vient de lire se nommait Ève, le chapitre qu'on s'apprête à lire se nomme Satan, et on a déjà parlé de Satan dans le chapitre précédent. Donc voilà, il y a vraiment une continuité du chapitre à l'autre a priori. Bref, poursuivons cette aventure un petit peu périlleuse de notre ami Gwynplaine. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je vous souhaite à tous une bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute Zikael, bonne écoute Tran si tu es toujours là, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro. 4. Satan. Tout à coup, la dormeuse se réveilla. Elle se dressa sur son séant avec une majesté brusque et harmonieuse. Ses cheveux de blonde soie floche se répandirent avec un doux tumulte sur ses reins. Sa chemise tombante laissa voir son épaule très bas. Elle toucha de sa main délicate son orteil rose et regarda quelques instants son pied nu, digne d'être adoré par Périclès et copié par Phidias. Puis elle s'étira et bâilla comme une tigresse au soleil levant. Il est probable que Gwynplaine respirait, comme lorsqu'on retient son souffle avec effort. « Est-ce qu'il y a là quelqu'un » dit-elle. Elle dit cela tout en bâillant, et c'était plein de grâce. Gwynplaine entendit cette voix qu'il ne connaissait pas. Voix de charmeuse, accent délicieusement hautain, l'intonation de la caresse tempérant l'habitude du commandement. En même temps, se dressant sur ses genoux, il y a une statue antique ainsi agenouillée dans 1000 plis transparents. Elle tira à elle la robe de chambre et se jeta à bas du lit, nue et debout, le temps de voir passer une flèche, et tout de suite enveloppée. En un clin d'œil, la robe de soie la couvrit. Les manches très longues lui cachaient les mains. On ne voyait plus que le bout des doigts de ses pieds, blancs avec de petits ongles, comme des pieds d'enfant. Elle s'ôta du dos un flot de cheveux qu'elle rejeta sur sa robe, puis elle courut derrière le lit, au fond de l'alcôve, et appliqua son oreille au miroir peint qui vraisemblablement recouvrait une porte. Elle frappa contre la glace avec le petit coude que fait l'index replié. « Y a-t-il quelqu'un ? Lord David ? Est-ce que ce serait déjà vous ? Quelle heure est-il donc ? Est-ce toi, Barkilphedro » Elle se retourna. « Mais non, ce n'est pas de ce côté-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre de bain ? Mais répondez donc ! Au fait, non, personne ne peut venir par là. » Elle alla au rideau de toile d'argent, l'ouvrit du bout de son pied, l'écarta d'un mouvement d'épaule et entra dans la chambre de marbre. Gwynplaine sentit comme un froid d'agonie. Nul abri, il était trop tard pour fuir. D'ailleurs, il n'en avait pas la force. Il eût voulu que le pavé se fendît et tombât sous terre. Aucun moyen de ne pas être vu. Elle le vit. Elle le regarda, prodigieusement étonnée, mais sans aucun tressaillement, avec une nuance de bonheur et de mépris. « Tiens » dit-elle, « Gwynplaine !» Puis subitement, d'un bond violent, car cette chatte était une panthère, elle se jeta à son cou. Elle lui pressa la tête entre ses bras nus dont les manches dans cet emportement s'étaient relevées. Et tout à coup, le repoussant, abattant sur les deux épaules de Gwynplaine ses petites mains comme des serres, elle debout devant lui debout devant elle, elle se mit à le regarder étrangement. Elle regarda Fatal avec ses yeux d'Aldébaran, rayons visuels mixtes, ayant on ne sait quoi de louche et de sidéral. Gwynplaine contemplait cette prunelle bleue et cette prunelle noire, éperdue sous la double fixité de ce regard de ciel et de ce regard d'enfer. Cette femme et cet homme se renvoyaient l'éblouissement sinistre. Ils se fascinaient l'un l'autre, lui par la difformité, elle par la beauté, tous deux par l'horreur. Ils se taisaient comme sous un poids impossible à soulever. Elle s'écria. « Tu as de l'esprit. Tu es venu. Tu as su que j'avais été forcé de partir de Londres. Tu m'as suivi. Tu as bien fait. Tu es extraordinaire d'être ici. » Une prise de possession réciproque, cela jette une sorte d'éclair. Gwynplaine, confusément averti par une vague crainte sauvage et honnête, recula, mais les ongles roses crispés sur son épaule le tenaient.
Quelque chose d'inexorable s'ébauchait. Il était dans l'antre de la femme fauve, homme fauve lui-même. Elle reprit. « Anne, cette sotte, tu sais la reine. Elle m'a fait venir à Windsor sans savoir pourquoi. Quand je suis arrivé, elle était enfermée avec son idiot de chancelier. Mais comment as-tu fait pour pénétrer jusqu'à moi? Voilà ce que j'appelle être un homme. Des obstacles? Il n'y en a pas. On est appelé, on accourt. Tu t'es renseigné? Mon nom, la duchesse Josiane, je pense que tu le savais. Qui est-ce qui t'a introduit? C'est le mouse, sans doute. Il est intelligent. Je lui donnerai 100 guinées. Comment t'y es-tu pris? Dis-moi cela. Non, ne me le dis pas. Je ne veux pas le savoir. Expliquer, rapetisse. Je t'aime mieux surprenant. Tu es assez monstrueux pour être merveilleux. Tu tombes de l'empyrée, voilà, ou tu montes du 3e dessous, travers la trappe de l'érèbe. Rien de plus simple, le plafond s'est écarté ou le plancher s'est ouvert. Une descente par les nuées, ou une ascension dans un flamboiement de soufre, c'est ainsi que tu arrives. Tu mérites d'entrer comme les dieux. C'est dit, tu es mon amant. Gwynplaine, égaré, écoutait, sentant de plus en plus sa pensée osciller. C'était fini, et impossible de douter. La lettre de la nuit, cette femme l'a confirmé. Lui, Gwynplaine, amant d'une duchesse, amant aimé. L'immense orgueil aux 1000 têtes sombres remua dans ce cœur infortuné. La vanité, force énorme en nous, contre nous. La duchesse continua. Puisque tu es là, c'est que c'est voulu. Je n'en demande pas davantage. Il y a quelqu'un en haut, ou en bas, qui nous jette l'un à l'autre. Fiançailles du Styx et de l'aurore. Fiançailles effrénées hors de toutes les lois. Le jour où je t'ai vu, j'ai dit, c'est lui. Je le reconnais. C'est le monstre de mes rêves. Il sera à moi. Il faut aider le destin. C'est pourquoi je t'ai écrit. Une question, Gwynplaine? Crois-tu à la prédestination? J'y crois, moi, depuis que j'ai lu le songe de Scipion dans Cicéron. Tiens, je ne remarquais pas, un habit de gentilhomme. Tu t'es habillé en seigneur. Pourquoi pas? Tu es saltimbanque, raison de plus. Un bateleur vaut un lord. D'ailleurs, qu'est-ce que les lords? Des clowns. Tu as une noble taille, tu es très bien fait. C'est inouï que tu sois ici. Quand es-tu arrivé? Depuis combien de temps es-tu là? Est-ce que tu m'as vu nu? Je suis belle, n'est-ce pas? J'allais prendre mon bain. Oh, je t'aime. Tu as lu ma lettre? L'as-tu lu toi-même? Te l'a-t-on lu? Sais-tu lire? Tu dois être ignorant. Je te fais des questions, mais n'y réponds pas. Je n'aime pas ton son de voix. Il est doux. Un être incomparable comme toi ne devrait pas parler, mais grincer. Tu chantes, c'est harmonieux. Je hais cela. C'est la seule chose en toi qui me déplaise. Tout le reste est formidable. Tout le reste est superbe. Dans l'Inde, tu serais Dieu. Est-ce que tu es né avec ce rire épouvantable sur la face? Non, n'est-ce pas? C'est sans doute une mutilation pénale. J'espère bien que tu as commis quelque crime. Viens dans mes bras. Elle se laissa tomber sur le canapé et le fit tomber près d'elle. Ils se trouvèrent l'un près de l'autre sans savoir comment. Ce qu'elle disait passait sur Gwynplaine comme un grand vent. Il percevait à peine le sens de ce tourbillon de mots forcenés. Elle avait l'admiration dans les yeux. Elle parlait en tumulte, frénétiquement, d'une voix éperdue et tendre. Sa parole était une musique, mais Gwynplaine entendait cette musique comme une tempête. Elle appuya de nouveau sur lui son regard fixe. « Je me sens dégradé près de toi, quel bonheur! Être altesse comme c'est fade. Je suis auguste, rien de plus fatigant. Déchoir repose. Je suis si saturé de respect que j'ai besoin de mépris. Nous sommes toutes un peu des extravagantes, à commencer par Vénus, Cléopâtre, mesdames de Chevreuse et de Longueville, et à finir par moi. Je t'afficherai, je le déclare. Voilà une amourette qui fera une contusion à la royale famille Stuart dont je suis. Ah, je respire, j'ai trouvé l'issue. Je suis hors de la majesté. Être déclassé, c'est être délivré. Tout rompre, tout braver, tout faire, tout défaire, c'est vivre. Écoute, je t'aime. Elle s'interrompit et eut un effrayant sourire. Je t'aime non seulement parce que tu es difforme, mais parce que tu es vil. J'aime le monstre et j'aime l'histrion. Un amant humilié, bafoué, grotesque, hideux, exposé au rire sur ce pilori qu'on appelle un théâtre, cela a une saveur extraordinaire. C'est mordre aux fruits de l'abîme. Un amant infamant, c'est exquis. Avoir sous la dent la pomme, non du paradis, mais de l'enfer, voilà ce qui me tente. J'ai cette faim et cette soif, et je suis cette Ève-là. L'Ève du gouffre. Tu es probablement, sans le savoir, un démon. Je me suis gardé à un masque du songe. Tu es un pantin dont un spectre tient les fils. Tu es la vision du grand rire infernal. Tu es le maître que j'attendais. Il me fallait un amour comme en ont les Médées et les Canidies. J'étais sûr qu'il m'arriverait une de ces immenses aventures de la nuit. Tu es ce que je voulais. Je te dis là un tas de choses que tu ne dois pas comprendre. Gwynplaine, personne ne m'a possédé. Je me donne à toi pur comme la braise ardente. Tu ne me crois évidemment pas, mais si tu savais comme cela m'est égal.
Ces paroles avaient le pêle-mêle de l'éruption. Une piqûre au flanc de l'Etna donnerait l'idée de ce jet de flamme. Gwynplaine balbutia. « Madame. » Elle lui mit la main sur la bouche. « Silence. Je te contemple. Gwynplaine, je suis l'immaculée effrénée. Je suis la Vestale bacchante. Aucun homme ne m'a connu, et je pourrais être Pythie à Delphes, et avoir sous mon talon nu le trépied de bronze où les prêtres, accoudés sur la peau de python, chuchotent des questions aux dieux invisibles. Mon cœur est de pierre, mais il ressemble à ces cailloux mystérieux que la mer roule au pied du rocher Huntly Nab, à l'embouchure de la Tees, et dans lesquels, si on les casse, on trouve un serpent. Ce serpent, c'est mon amour tout-puissant, car il t'a fait venir. La distance impossible était entre nous. J'étais dans Sirius et tu étais dans Alioth. Tu as fait la traversée démesurée, et te voilà. C'est bien. Tais-toi. Prends-moi. Elle s'arrêta. Il frissonnait. Elle se remit à sourire. Vois-tu, Gwynplaine, rêver, c'est créer. Un souhait est un appel. Construire une chimère, c'est provoquer la réalité. L'ombre toute puissante et terrible ne se laisse pas défier. Elle nous satisfait. Te voilà. Oserais-je me perdre? Oui. Oserais-je être ta maîtresse, ta concubine, ton esclave, ta chose? Avec joie. Gwynplaine, je suis la femme. La femme, c'est de l'argile qui désire être fange. J'ai besoin de me mépriser. Cela assaisonne l'orgueil. L'alliage de la grandeur, c'est la bassesse. Rien ne se combine mieux. Méprise-moi, toi qu'on méprise. L'avilissement sous l'avilissement, quelle volupté. La fleur double de l'ignominie, je l'accueille. Foule-moi aux pieds. Tu ne m'en aimeras que mieux. Je le sais, moi. Sais-tu pourquoi je t'idolâtre? Parce que je te dédaigne. Tu es si au-dessous de moi que je te mets sur un autel. Mêler le haut et le bas, c'est le chaos, et le chaos me plaît. Tout commence et finit par le chaos. Qu'est-ce que le chaos? Une immense souillure. Et avec cette souillure, Dieu a fait la lumière, et avec cet égout, Dieu a fait le monde. Tu ne sais pas à quel point je suis perverse. Pétris un astre dans de la boue. Ce sera moi. Ainsi parlait cette femme formidable, montrant nue par sa robe défaite son torse de vierge. Elle poursuivit. Louve pour tous, chienne pour toi. Comme on va s'étonner. L'étonnement des imbéciles est doux. Moi, je me comprends. Suis-je une déesse? Amphitrite s'est donnée au cyclope. Fluctiwoma amphitrité. Suis-je une fée? Urgel s'est livrée à Bugrix, l'androptère aux 8 mains palmées. Suis-je une princesse? Marie Stuart à Eurytio. 3 belles, 3 monstres. Je suis plus grande qu'elle, car tu es pire qu'eux. Gwynplaine, nous sommes faits l'un pour l'autre. Le monstre que tu es dehors, je le suis dedans. De là, mon amour. Caprice, soit. Qu'est-ce que l'ouragan, un caprice? Il y a entre nous une affinité sidérale. L'un et l'autre, nous sommes de la nuit, toi par la face, moi par l'intelligence. À ton tour, tu me crées. Tu arrives, voilà mon âme dehors, je ne la connaissais pas. Elle est surprenante. Ton approche fait sortir l'hydre de moi, déesse. Tu me révèles ma vraie nature, tu me fais faire la découverte de moi-même. Vois comme je te ressemble. Regarde dans moi comme dans un miroir. Ton visage, c'est mon âme. Je ne savais pas être à ce point terrible. Moi aussi, je suis donc un monstre. Oh, Gwynplaine, tu me désennuies. Elle eut un étrange rire d'enfant, s'approcha de son oreille et lui dit tout bas. Veux-tu voir une femme folle? C'est moi. Son regard rentrait dans Gwynplaine. Un regard est un filtre. Sa robe avait des dérangements redoutables. L'extase aveugle et bestiale envahissait Gwynplaine, extase où il y avait de l'agonie. Pendant que cette femme parlait, il sentait comme des éclaboussures de feu. Il sentait sourdre l'irréparable. Il n'avait pas la force de dire un mot. Elle s'interrompait, elle le considérait. « Ô monstre !» murmurait-elle. Elle était farouche. Brusquement, elle lui saisit les mains. « Gwynplaine, je suis le trône, tu es le tréteau. Mettons-nous de plain pied. Ah, je suis heureuse, me voilà tombée. Je voudrais que tout le monde puisse savoir à quel point je suis abjecte. On s'en prosternerait davantage, car plus on aborde, plus on rampe. Ainsi est fait le genre humain. Hostile mais reptile, dragon mais ver. Oh, je suis dépravé comme les dieux. On ne peut toujours pas m'ôter cela d'être la bâtarde d'un roi. J'agis en reine. Qu'était-ce que Rhodope? Une reine qui est maptée? Qui est maftée? L'homme à la tête de crocodile? Elle a bâti en son honneur la 3e pyramide. Penthésile a aimé le centaure qui s'appelle le Sagittaire et qui est une constellation. Et que dis-tu d'Anne d'Autriche? Mazarin était-il assez laid? Tu n'es pas laid, toi. Tu es difforme. Le laid est petit, le difforme est grand. Le laid, c'est la grimace du diable derrière le beau. Le difforme est l'envers du sublime. C'est l'autre côté.
L'Olympe a deux versants, l'un dans la clarté donne Apollon, l'autre dans la nuit donne Polyphème. Toi, tu es Titan, tu serais Béhémoth dans la forêt, Léviathan dans l'océan, Typhon dans le cloaque, tu es suprême, il y a de la foudre dans ta difformité. Ton visage a été dérangé par un coup de tonnerre, ce qui est sur ta face, c'est la torsion courroucée du grand point de flamme, il t'a pétri et il a passé. La vaste colère obscure a, dans un accès de rage, englué ton âme sous cette effroyable figure surhumaine. L'enfer est un réchaud pénal où chauffe ce fer rouge qu'on appelle la fatalité. Tu es marqué de ce fer-là. T'aimer, c'est comprendre le grand. J'ai ce triomphe. Être amoureuse d'Apollon, le bel effort. La gloire se mesure à l'étonnement. Je t'aime. J'ai rêvé de toi des nuits, des nuits, des nuits. C'est ici un palais à moi. Tu verras mes jardins. Il y a des sources sous les feuilles, des grottes où l'on peut s'embrasser, et de très beaux groupes de marbre qui sont du cavalier bernin. Et des fleurs. Il y en a trop. Au printemps, c'est un incendie de roses. T'ai-je dit que la reine était ma sœur? Fais de moi ce que tu voudras. Je suis faite pour que Jupiter baise mes pieds et pour que Satan me crache au visage. As-tu une religion? Moi, je suis papiste. Mon père, Jacques II, est mort en France avec un tas de jésuites autour de lui. Jamais je n'ai ressenti ce que j'éprouve auprès de toi. Oh, je voudrais être le soir avec toi, pendant qu'on ferait de la musique, tous deux adossés au même coussin, sous le tendelet de pourpre d'une galère d'or, au milieu des douceurs infinies de la mer. Insulte-moi, bats-moi, paye-moi, traite-moi comme une créature. Je t'adore. Les caresses peuvent rugir. En doutez-vous? Entrez chez les lions. L'horreur était dans cette femme et se combinait avec la grâce. Rien de plus tragique. On sentait la griffe, on sentait le velours. C'était l'attaque féline mêlée de retraite. Il y avait du jeu et du meurtre dans ce va-et-vient. Elle idolâtrait, insolemment. Le résultat, c'était la démence communiquée. Fatal langage inexprimablement violent et doux. Ce qui insultait n'insultait pas. Ce qui adorait, outrageait. Ce qui souffletait, déifiait. Son accent imprimait à ses paroles furieuses et amoureuses on ne sait quelle grandeur prométhéenne. Les fêtes de la grande déesse, chantées par Échille, donnaient aux femmes cherchant les satyres sous les étoiles cette sombre rage épique. Ces paroxysmes compliquaient les danses obscures sous les branches de Dodone. Cette femme était comme transfigurée, s'il est possible qu'on se transfigure du côté opposé au ciel. Ses cheveux avaient des frissons de crinière. Sa robe se refermait, puis se rouvrait. Rien de charmant comme ce sein plein de cris sauvages, les rayons de son œil bleu se mêlaient au flamboiement de son œil noir. Elle était surnaturelle. Gwynplaine, défaillant, se sentait vaincu par la pénétration profonde d'une telle approche. « Je t'aime » cria-t-elle, et elle le mordit d'un baiser. Homère a des nuages qui peut-être allaient devenir nécessaires sur Gwynplaine et Josiane comme sur Jupiter et Junon. Pour Gwynplaine, être aimé par une femme qui avait un regard et qui le voyait, avoir sur sa bouche informe une pression de lèvres divine, c'était exquis et fulgurant. Il sentait devant cette femme pleine d'énigmes tout s'évanouir en lui. Le souvenir de Déa se débattait dans cette ombre avec de petits cris. Il y a un bas-relief antique qui représente le sphinx mangeant un amour. Les ailes du doux être céleste saignent entre ses dents féroces et souriantes. Est-ce que Gwynplaine aimait cette femme? Est-ce que l'homme a, comme le globe, deux pôles? Sommes-nous sur notre axe inflexible? La sphère tournante, astre de loin, bout de près, où alterne le jour et la nuit? Le cœur a-t-il deux côtés, l'un qui aime dans la lumière, l'autre qui aime dans les ténèbres? Ici la femme rayon, là la femme cloaque. L'ange est nécessaire. Est-ce qu'il serait possible que le démon, lui aussi, fût un besoin? Y a-t-il pour l'âme l'aile de chauve-souris? L'heure crépusculaire sonne-t-elle fatalement pour tous? La faute fait-elle partie intégrante de notre destinée non refusable? Le mal, dans notre nature, est-il à prendre en bloc, avec le reste? Est-ce que la faute est une dette à payer? Frémissement profond. Et une voix pourtant nous dit que c'est un crime d'être faible. Ce que Gwynplaine éprouvait était indicible. La chair, la vie, l'effroi, la volupté, une ivresse accablée, et toute la quantité de honte qu'il y a dans l'orgueil. Est-ce qu'il allait tomber? Elle répéta. « Je t'aime » et frénétique, elle l'étreignit contre sa poitrine. Gwynplaine haletait. Tout à coup, tout près d'eux, une petite sonnerie ferme et claire vibra. C'était le timbre scellé dans le mur qui tintait. La duchesse tourna la tête et dit « Qu'est-ce qu'elle me veut ?» Et brusquement, avec le bruit d'une trappe à ressort, le panneau d'argent incrusté d'une couronne royale s'ouvrit. L'intérieur d'un tour, tapissé de velours bleu prince, apparut avec une lettre sur une assiette d'or. Cette lettre était volumineuse et carrée,
et posé de façon montrer le cachet, qui était une grande empreinte sur de la cire vermeille. Le timbre continuait de sonner. Le panneau ouvert touchait presque au canapé où tous deux étaient assis. La duchesse, penchée et se retenant d'un bras au cou de Gwynplaine, étendit l'autre bras, prit la lettre sur l'assiette et repoussa le panneau. Le tour se referma et le timbre se tut. La duchesse cassa la cire entre ses doigts, défit l'enveloppe, en tira 2 plis qu'elle contenait, et jeta l'enveloppe à terre aux pieds de Gwynplaine. Le seau de cire brisé restait déchiffrable, et Gwynplaine put y distinguer une couronne royale et au-dessous la lettre A. L'enveloppe déchirée étalait ses 2 côtés, de sorte qu'on pouvait en même temps lire la suscription « À sa grâce la duchesse Josiane ». Les 2 plis qu'avait contenus l'enveloppe étaient un parchemin et un vélin. Le parchemin était grand, le vélin était petit. Sur le parchemin était empreint un large seau de chancellerie, en cette cire verte dite cire de seigneurie. La duchesse, toute palpitante et les yeux noyés d'extase, fit une imperceptible moue d'ennui. « Ah, dit-elle, qu'est-ce qu'elle m'envoie là? Une paperasse? Quel trouble fait que cette femme ?» Et laissant de côté le parchemin, elle entr'ouvrit le vélin. « C'est de son écriture. C'est de l'écriture de ma sœur, cela me fatigue. Gwynplaine, je t'ai demandé si tu savais lire. Sais-tu lire ?» Gwynplaine fit de la tête signe que oui. Elle s'étendit sur le canapé, presque comme une femme couchée, cacha soigneusement ses pieds sous sa robe et ses bras sous ses manches, avec une pudeur bizarre tout en laissant voir son sein, et couvrant Gwynplaine d'un regard passionné, elle lui tendit le vélin. « Eh bien, Gwynplaine, tu es à moi. Commence ton service. Mon bien-aimé, lis-moi ce que m'écrit la reine. » Gwynplaine prit le vélin. Il défit le pli et, d'une voix où il y avait toutes sortes de tremblements, il lut. « Madame, nous vous envoyons gracieusement la copie ci-jointe d'un procès-verbal, certifié et signé par notre serviteur William Cowper, Lord chancelier de ce royaume d'Angleterre, et duquel il résulte cette particularité considérable que le fils légitime de Lord Linnæus Clancharlie vient d'être constaté et retrouvé, sous le nom de Gwynplaine, dans la bassesse d'une existence ambulante et vagabonde, et parmi des saltimbanques et battleurs. Cette suppression d'état remonte à son plus bas âge. En conséquence des lois du royaume, et en vertu de son droit héréditaire, Lord Fermain Clancharlie, fils de Lord Linnæus, sera ce jour lui-même admis et réintégré dans la Chambre des Lords. C'est pourquoi, voulant vous bien traiter et vous conserver la transmission des biens et domaines des Lords Clancharlie Hunkerville, nous le substituons dans vos bonnes grâces à Lord David d'Irimoire. Nous avons fait amener Lord Fermain dans votre résidence de Corleone Lodge. Nous commandons et voulons, comme reine et sœur, que notre dit Lord Fermain Clancharlie, nommé jusqu'à ce jour Gwynplaine, soit votre mari, et vous l'épouserez, et c'est notre plaisir royal. » Pendant que Gwynplaine lisait, avec des intonations qui chancelaient presque à chaque mot, la duchesse, soulevée du coussin du canapé, écoutait, l'œil fixe. Comme Gwynplaine achevait, elle lui arracha la lettre. « Anne, reine, dit-elle, lisant la signature, avec une intonation de rêverie. Puis elle ramassa à terre le parchemin qu'elle avait jeté, et y promena son regard. C'était la déclaration des naufragés de la Matutina, copiée sur un procès-verbal signé du shérif de Southwark et du lord chancelier. Le procès-verbal lu, elle relut le message de la reine. Puis elle dit « Soit ». Et, calme, montrant du doigt à Gwynplaine la portière de la galerie par où il était entré, « Sortez, dit-elle. » Gwynplaine, pétrifiée, demeura immobile. Elle reprit glaciale. « Puisque vous êtes mon mari, sortez. » Gwynplaine, sans parole, les yeux baissés comme un coupable, ne bougeait pas. Elle ajouta. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est la place de mon amant. » Gwynplaine était comme clouée. « Bien, dit-elle, ce sera moi, je m'en vais. Ah, vous êtes mon mari, rien de mieux. Je vous hais. » Et se levant, jetant à on ne sait qui dans l'espace un hautain geste d'adieu, elle sortit. La portière de la galerie se referma sur elle. Merci pour le follow, Mozamel. 5. On se reconnaît, mais on ne se connaît pas. Gwynplaine demeura seul en présence de cette baignoire tiède et de ce lit défait. La pulvérisation des idées était en lui à son comble. Ce qu'il pensait ne ressemblait pas à de la pensée. C'était une diffusion, une dispersion,
l'angoisse d'être dans l'incompréhensible. Il avait en lui quelque chose comme le sauve-qui-peut d'un rêve. L'entrée dans les mondes inconnus n'est pas une chose simple. À partir de la lettre de la duchesse, apportée par le mouse, une série d'heures surprenantes avait commencé pour Gwynplaine, de moins en moins intelligible. Jusqu'à cet instant, il était dans le songe, mais il y voyait clair. Maintenant, il y tâtonnait. Il ne pensait pas, il ne songeait même plus. Il subissait. Il restait assis sur le canapé, à l'endroit où la duchesse l'avait laissé. Tout à coup, il y eut dans cette ombre un bruit de pas. C'était un pas d'homme. Ce pas venait du côté opposé à la galerie par où était sortie la duchesse. Il approchait, et on l'entendait sourdement mais nettement. Gwynplaine, quelle que fût son absorption, prêta l'oreille. Subitement, au-delà du rideau de toile d'argent que la duchesse avait laissé entrouvert derrière le lit, la porte qu'il était aisé de soupçonner sous la glace peinte s'ouvrit toute grande, et une voix mâle et joyeuse, chantant à pleine gorge, jeta dans la chambre au miroir ce refrain d'une vieille chanson française. « 3 petits gorées sur leur fumier, jurés comme des porteurs de chaises. » Un homme entra. Cet homme avait l'épée au côté et à la main un chapeau à plumes avec ganse et cocarde, et était vêtu d'un magnifique habit de mer galonné. Gwynplaine se dressa, comme si un ressort le mettait debout. Il reconnut cet homme, et cet homme le reconnut. De leurs 2 bouches stupéfaites s'échappa en même temps ce double cri. « Gwynplaine! Tom Jim Jack !» L'homme au chapeau à plumes marcha sur Gwynplaine, qui croisa les bras. « Comment es-tu ici, Gwynplaine ? Et toi, Tom Jim Jack, comment y viens-tu ? » ?»« Ah, je comprends. Josiane, un caprice, un saltimbanque qui est un monstre, c'est trop beau pour qu'on y résiste. Tu t'es déguisé pour venir ici, Gwynplaine. Et toi aussi, Tom Jim Jack. Gwynplaine, que signifie cet habit de seigneur ? Tom Jim Jack, que signifie cet habit d'officier ? Gwynplaine, je ne réponds pas aux questions. Ni moi, Tom Jim Jack. Gwynplaine, je ne m'appelle pas Tom Jim Jack. Tom Jim Jack, je ne m'appelle pas Gwynplaine. Gwynplaine, je suis ici chez moi. Je suis ici chez moi, Tom Jim Jack. Je te défends de me faire écho, tu as l'ironie, mais j'ai ma canne. Trêve à tes parodies, misérable drôle. Gwynplaine devint pâle. Drôle toi-même, et tu me rendras raison de cette insulte. Dans ta baraque, tant que tu voudras, à coups de poing. Ici, et à coups d'épée. L'ami Gwynplaine, l'épée est affaire de gentilhomme, je ne me bats qu'avec mes pareils, nous sommes égaux devant le poing, inégaux devant l'épée. À Lintadcaster, Tom Jim Jack peut boxer Gwynplaine. À Windsor, c'est différent. Apprends ceci. Je suis contre-amiral. Et moi, je suis père d'Angleterre. L'homme, en qui Gwynplaine voyait Tom Jim Jack, éclata de rire. Pourquoi pas roi ? Au fait, tu as raison, un histrion et tous ses rôles. Dis-moi que tu es Théséus, duc d'Athènes. Je suis père d'Angleterre, et nous nous battrons. Gwynplaine, ceci devient long. Ne joue pas avec quelqu'un qui peut te faire fouetter. Je m'appelle Lord David d'Irimoire. Et moi, je m'appelle Lord Clancharlie. Lord David eut un second éclat de rire. Bien trouvé. Gwynplaine et Lord Clancharlie. C'est en effet le nom qu'il faut avoir pour posséder Josiane. Écoute, je te pardonne. Et sais-tu pourquoi ? C'est que nous sommes les 2 amants. La portière de la galerie s'écarta et une voix dit « Vous êtes les 2 maris, mes seigneurs. » Tous 2 se retournèrent. « Barkilphedro » s'écria Lord David. C'était Barkilphedro, en effet. Il saluait profondément les 2 lords avec un sourire. Derrière lui, à quelques pas, on apercevait un gentilhomme au visage respectueux et sévère, qui avait une baguette noire à la main. Ce gentilhomme s'avança, fit 3 révérences à Gwynplaine et lui dit « Milord, je suis l'huissier de la Verge Noire. Je viens chercher votre seigneurie, conformément aux ordres de sa majesté. » Et c'est la fin du chapitre 5. Et donc, ça clôture le livre 7e, ainsi que le live de ce soir. Nous passons à l'outro, chers amis. Waouh! Là, il s'est passé des trucs de malade, c'est trop stylé ce qui s'est passé. J'ai grave kiffé les chapitres qu'on vient de lire. Le livre 7e, globalement, est très très bon, je trouve. Très 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 bon. Parce que là, les actions s'enchaînent, il y a plein de rebondissements sans arrêt. Il y a plein d'étonnements. Et en fait, toute la fresque, toute la toile d'araignée qui s'est mise en place depuis le début du roman trouve sa résolution ici. Donc c'est super cool de voir tous les recoupements que ça peut avoir. C'est vraiment super bien je mélange les mots. C'est vraiment super bien ficelé.
Je trouve ça vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Je suis très fan de ce livre 7ème. Encore merci pour le follow, Mozamel. Alors, je sais pas si tu es toujours parmi nous, mais en tout cas, ça fait plaisir. Et grâce à toi, on a enfin dépassé les 300 followers cette fois-ci. Puisque, comme je le disais en début de live, à chaque fois, on n'arrête pas de faire 300, 299, 300, 298, 300, 299. Donc là, on a dépassé les 300, 301, yes. Merci à vous tous, encore une fois, les amis, ça fait très plaisir. L'écoute aux portes, le pauvre que d'embrouille. Et oui, Gwynplaine va de déconvenu en déconvenu en déconvenu. Là, les chapitres étaient vraiment cool. Le chapitre Satan, je le trouve si particulier et si intéressant. Le fait que... Enfin, il y a quelque chose de très pervers et de très bizarre. Et en même temps, je trouve que Josiane, c'est un petit peu le pendant de Gwynplaine. C'est-à-dire que Gwynplaine, quand il a pris la grosse tête et qu'il a un peu perdu pied, il était aussi comme ça. Il était aussi en mode... je vais montrer, entre guillemets, à la haute d'où je viens et prendre ma revanche et machin. Et elle a un peu le pendant contraire, du coup, on va dire, à dire, ouais, bah moi, je veux me salir, je veux, comment dire, aller vers les basses classes, etc. Enfin, ouais, aller vers le démon, entre guillemets. Je trouve ça hyper perturbant et à la fois hyper intéressant, surtout quand on voit son revirement dès qu'elle apprend que Gwynplaine est un lord de sa propre lecture en plus. Dès qu'elle apprend ça, le revirement d'un seul coup, en fait c'est vraiment, je pense que vraiment le sentiment qui habite Josiane, c'est si on me le donne, si c'est facile à avoir, si c'est ma sœur, la reine, qui m'oblige à cela, c'est plus intéressant. Elle, ça l'intéresse pas d'avoir Gwynplaine en mari, ça l'intéresse d'avoir Gwynplaine en amant pour faire déchanter sa sœur et pour un petit peu salir et ouais, dégueulasser sa réputation, entre guillemets. Et j'aime beaucoup la mentalité du personnage, même s'il est très atypique et que, bon, dans la vraie vie, c'est pas forcément ce que j'apprécierais, mais je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant. Des personnages très différents, comme on le disait tout à l'heure avec les couteaux portes. Je trouve ça stylé. Bonsoir Orenti, bonsoir et merci d'être passé. À du spoil, je m'enfuis. Ah bah en effet, ouais, si tu veux voir les rediffusions sur YouTube, attention, là je suis en train de spoil un petit peu ce que je viens de lire. Ah, je suis la noirceur. Je vois ça, je vois ça. J'espère que ça t'a plu, enfin que ça vous aura plu, les couteaux portes et autres viewers, Zikal notamment. Ce petit live de ce soir, moi perso, ouais, j'ai vraiment vraiment kiffé. Je trouve ça super bien en termes de rebondissement, je trouve ça fou. J'ai hâte de voir encore une fois la suite, en fait, c'est ça le truc, c'est que il y a tellement d'événements qui s'enchaînent. Là, il y a eu vraiment beaucoup d'événements dans un très petit laps de temps. Et du coup, là, j'ai hâte de voir le nouveau status quo que ça va instaurer, quoi. J'ai hâte de voir quelles vont être les discussions avec la reine, quelles vont être peut-être les discussions avec Barkilphedro, ou à la fin la Verge Noire, là. Je sais pas trop c'est qui exactement. Mais ouais, il y a vraiment tout un tas de choses possibles. Enfin ouais, c'est trop bien. Gwynplaine qui tombe presque en fascination et en amour pour Josiane et qui au final, enfin ouais, est totalement bouche bée, totalement désabusé. Il sait pas ce qui se passe. Enfin, c'est dingue. Il est complètement perdu. Enfin ouais. Il y a tellement de choses que je suis vraiment plus que jamais impatient de voir la suite, sachant que le livre 8ème est trop long pour que j'en fasse la lecture en un live. Donc on lira la moitié du livre 8ème vendredi et la deuxième moitié mardi prochain. Voilou. Je vais m'arrêter parce que quand même j'ai l'impression d'avoir quelques difficultés à la lecture de ce soir. Hein. Enfin, à l'animation même du live, enfin je sais pas. J'ai l'impression quand même de pas être au meilleur de ma forme. J'arrive plus à parler, c'est un truc de fou. Au meilleur de ma forme, bref. Elle voulait se démarquer et étonner tout le monde, et la pauvre Déa. J'avoue, la pauvre Déa. Après, en soi, à part être dans le trouble, après à voir si c'est déjà trop pour Déa, mais à part être totalement dans le trouble de la part de Gwynplaine et être totalement choqué, ne pas savoir comment réagir et tout, lui, il a rien dit qui l'engageait, il a rien fait qui l'engageait.
Sauf si on considère que voilà, il s'est laissé embrasser, auquel cas oui, en effet, il serait peut-être un peu fautif. Mais justement, hâte de voir les répercussions que ça peut avoir avec le couple DA aussi. Et voir si, bah du coup, quelle vie il va vouloir embrasser en fait. La vie de Lord ou la vie de Saltimbanque, la vie de Marie de Josiane, ou la vie bah de d'Idylle avec DA. Encore une fois, je trouve ça hyper cool, hyper intéressant. Et on arrive bientôt sur la fin de l'œuvre, donc on devrait avoir un dénouement assez rapide, l'air de rien. Et le texte, du coup, est vraiment en train de s'accélérer. Et je pense que là, ouais, les prochains lives vont être d'autant plus intéressants que les péripéties s'enchaînent, s'accélèrent de plus en plus. Et ouais, du coup, je pense qu'on va aller d'étonnement en étonnement. C'est vraiment cool. C'en est fini pour la lecture de ce soir, cher ami. La suite de l'Homme qui rit, ça sera vendredi à 21h. Et sinon, notre prochain rendez-vous, c'est tout simplement demain, mercredi, pour la journée gaming sur Planétéo, pour le dernier épisode sur Sherlock Holmes Crimes and Punishment, avec la 6e et dernière enquête, que je commencerai donc à 21h en live. Voili voilou, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à tous ceux qui sont passés, vous êtes pas mal quand même à être passés, ça fait plaisir. Merci encore une fois pour le follow Euphonium, Vinaigre de Censure et Mozamel, ça fait très plaisir. Et bah, bonne nuit, je pense qu'il doit rester. Bah, bonne nuit Orenti, bonne nuit l'écoute aux portes et bonne nuit Zikael. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir. À une prochaine. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine découverte, une prochaine lecture ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.